un podcast ici. Vladimir Topor, ex-héros de l'Union soviétique, triture sa blague à tabac de sa main unique. Depuis que l'Ukraine a acquis son indépendance en 1991, le prestige du vieux soldat s'est terni, comme les médailles qui pendouillent au revers de son veston. Assis sur un banc au soleil, Vladimir est un impitoyable guetteur des allées et venues des uns et des autres. À 9 heures, une silhouette clopinante tourne au coin de la rue. Vladimir maugrait, en alerte maximale. « C'est qui celui-là » La silhouette s'approche. C'est un petit sac d'os, monté sur 2 courtes pattes. Inconnu au bataillon. Parvenu à sa hauteur, le spectre se fige. L'invalide toise le sac d'os qui dévisage le manchot. Et soudain, le regard de Vladimir s'embue. Ce qui lui reste dedans s'entrechoque dans sa bouche. Un nom s'en échappe. Stepan. Le fantôme hoche la tête lentement. Stepan Kovaltchouk ? C'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais là, puisque tu es mort depuis 57 ans ? Pour ceux en âge de s'en souvenir, Stepan Kovaltchouk s'était en effet volatilisé en 1942, à une époque où, pour faire tourner à plein régime leurs usines d'armement, les nazis raflaient les plus jeunes gens jusque dans les villages les plus reculés d'Ukraine. Âgé de 18 ans à l'époque, souffrant de bronchite chronique et du rhumatisme, Stepan n'aurait jamais supporté d'être attelé 10 heures par jour à une machine dans un atelier suffocant ou glacial. Tout comme il aurait été incapable d'endurer les conditions de vie épouvantables des maquisards, isolés, sans vivre, dans les montagnes. Ne lui restait plus dès lors qu'une alternative. Se terrer dans l'isba familiale, s'emmurer vivant, s'exclure du monde, disparaître. Où est Stepan ? On ne le voit plus, s'inquiétèrent les voisins au bout de quelques jours. Sa mère affectait des airs de conspiratrice. Il nous a quittés. Que Dieu le protège là où il se trouve. Les villageois croient comprendre que le jeune homme a rallié la résistance, qu'il se bat pour son pays, quelque part dans le maquis. Ils compatissent. Il est bien courageux, votre garçon, avec ses poumons malades. Ainsi, dans le bourg, chacun s'habitue à l'absence de Stepan et ne pose plus de questions embarrassantes. Seule sa mère, sa tante et Mélania, sa sœur couturière, à domicile, partagent le terrible et mortel secret. Et la vie s'organise dans la chaumière vétuste. Stepan se dissimule derrière l'énorme poêle en faïence du rez-de-chaussée et n'en bouge plus. Très croyant, il recopie des textes votifs sur des cahiers d'écoliers qu'il décore ensuite d'icônes maladroites. 3 ans plus tard, dès la fin de la guerre, les résistants survivants dégringolent des montagnes et regagnent triomphalement le village. Comme aucun d'entre eux n'a croisé Stepan, on suppute qu'il a été tué au début des combats, ou que la maladie a eu rapidement raison de lui. Son nom est gravé sur le monument érigé à la gloire des héros ukrainiens, et sa mère reçoit en grande pompe la décoration qui récompense son courage à titre posthume. Le piège s'est dès lors définitivement refermé sur le prisonnier volontaire. Comment pourrait-il réapparaître maintenant sans prendre le risque d'être fusillé ou, dans le meilleur cas, d'être déporté en Sibérie ? En 1975, la mère et la tante de Stepan meurent à quelques jours d'intervalle, emportées par une mauvaise grippe. Puis, en 1999, c'est au tour de sa sœur de s'aliter, brûlante de fièvre. « Je vais mourir », gémit cette dernière. « Tu vas te retrouver seul, incapable de survivre. Alors jure-moi de quitter la maison après ma mort, quelles qu'en soient les conséquences. » 3 jours après la mort de sa sœur, le vieux Vladimir Topor découvre le revenant affamé
âgé de 76 ans. Conduit devant le maire du village, le miraculier raconte son expérience hors du commun dans un jargon truffé de citations bibliques. « Je devrais te condamner à la prison pour désertion, déclare l'édile. Mais les temps ont changé, et je pense qu'après 57 ans de réclusion chez toi, tu as purgé ta peine. Va en paix. Tu es libre. » Libre, Stepan Kovatchouk? Comment pourrait-il l'être dans la vraie vie?